pas être très très loin. Alors, c'est une dame qui m'a appelé il y a une semaine à peu près. Elle a adopté un matin espagnol dans une association de chiens. Il a 2 ans, je crois. J'en sais guère plus, à part qu'il est bien intégré avec monsieur et madame, mais avec les hommes qui le reçoivent ou qui le croisent, c'est différent. Il a des comportements agressifs. Pas avec les femmes, semble-t-il. On va voir, je sais pas, j'en sais pas plus. Je sais que c'est un gros chien. Moi je travaille dans toutes les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse également, une petite partie du Gard. J'ai eu un appel tout à l'heure, c'est une dame qui habite à Orange, donc ça fait pas mal de kilomètres. Alors bien sûr, en fonction des distances, les tarifs sont majorés. On a arrivé d'aller jusqu'à Nice qui est à plus de 150 km, mais c'est rare. Généralement c'est dans un rayon de 20-30 km autour des guerres, dans les Alpilles. Soit c'est un entretien comportemental parce que le problème a été identifié. Soit c'est un cas tout à fait ordinaire, un chien qui n'obéit pas, qui est sympa mais qui n'a pas reçu l'éducation. Des chiens compliqués, comme par exemple là où on va. Quand je dis compliqué, c'est soit hyperactif, soit agressif. Je l'ignore. Je me montre indifférent au chien, quoi qu'il fasse. Ça surprend souvent les maîtres. Et ce qui surprend les maîtres, c'est que ce chien agressif, ce chien hyperactif, n'a pas été avec moi comme il est avec leurs invités. Donc ils se disent qu'est-ce qui se passe. Je leur dis que c'est parce que je ne focalise pas sur le chien, je ne m'occupe pas du chien. Si le chien vient vers moi, il n'y a pas de problème, c'est pas moi qui vais aller vers lui. Donc les gens, a priori, pensent que le chien ne m'intéresse pas. Alors que c'est une stratégie. J'ai aussi souvent des futures mamans, futurs papas qui m'appellent pour savoir comment présenter le chien et l'enfant, de l'intégrer en douceur. Si ce n'est pas le cas, une intrusion brutale peut être mal perçu par le chien. Après c'est du bon sens quoi. On ne se désintéresse pas du chien au prétexte qu'un enfant est arrivé. Malheureusement ça arrive trop souvent. La relation idéale en quelque sorte, c'est celle qui va faire que le chien va être intégré à la famille, qu'il aura donc des activités, des interactions avec ses maîtres, et qu'il ait aussi, et j'allais dire surtout, des activités physiques et intellectuelles en abondance, quoi, parce que c'est souvent ça qui fait que les chiens créent des problèmes. C'est la distorsion qu'il y a entre ce pourquoi ils sont faits. Ils sont sélectionnés génétiquement pour travailler, quasiment tous les chiens, à part peut-être le bichon. Et donc ils sont faits pour travailler, et si on ne leur propose pas du travail, des activités, ils vont s'inventer du travail. Sinon cette énergie, elle doit ressortir de toute façon. C'est une cocotte minute qui exploserait s'ils ne faisaient rien. Donc le maître qui va faire du sport, qui va avoir des activités sociales, qui va intégrer son chien, tout ça, va satisfaire une grande partie des besoins éthologiques de son chien. Si à l'inverse, le chien il est cantonné au jardin, il va se faire chier et par conséquent, il va expulser son énergie par, ça peut être des aboiements complètement disproportionnés, ça peut être des trous dans le jardin, ça peut
peut être des activités somesthésiques, c'est-à-dire qu'il va rediriger sur lui son énergie en se léchant jusqu'à se faire saigner, ça va libérer des endorphines et il va s'amputer. J'ai vu des chiens s'amputer des doigts, des queues. Ça peut aller loin. Si on est sportif, si on fait de la rando, si on fait du vélo, si on fait du jogging, c'est bien, il faut l'emmener, quoi. Voilà, et puis la dépense intellectuelle qui a beaucoup de vertus, c'est des sorties urbaines. Ça a énormément d'intérêt, quoi. Ça va enrichir le chien, ça va solidifier son système nerveux. Le fait d'être en face de situations un petit peu bizarres, originales, va l'obliger un peu à réfléchir en quelque sorte. Et donc c'est à terme ce qui va faire que ça va être un chien bien dans sa peau, sûr de lui, équilibré, donc pas un chien dangereux. La plupart des chiens mordeurs, si on gratte un peu, c'est des chiens qui ont manqué d'enrichissement. Le chien, c'est un animal néophobique, il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc quand il est chiot, il faut tout lui faire découvrir. Si ce n'est pas le cas, un jour ou l'autre, il va découvrir quelque chose de nouveau. Ça va générer de la peur, qui va générer soit une fuite, si c'est possible, soit une attaque pour sauver sa peau en quelque sorte. Quand j'ai la chance et que des gens m'appellent en amont, c'est-à-dire on vient d'avoir un chiot, c'est vrai, à quel âge on commence, je dis bah, n'attendez pas, j'arrive quoi, c'est jamais trop tôt. Et je dis à mes clients, entre 2 mois et 5 mois, l'obéissance, on s'en préoccupe pas trop, tranquille. Par contre, entre 2 mois et 5 mois, ce que je veux, c'est que le petit ou la petite, elle bourlingue. Vous l'emmeniez de partout, 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 partout. Que vous le laissiez satisfaire toutes ses curiosités, sans le frustrer, sauf si c'est dangereux. Et que vous fassiez ça de manière extrêmement intense. Si vous faites ça, arrivé à 4-5 mois, il va commencer à se montrer indifférent à des tas de stimulations à force de les avoir rencontrés. Et là, lui demander par exemple de revenir alors qu'il est en train de faire un truc que vous lui aurez laissé faire 100 000 fois, ça lui coûtera rien, il reviendra. L'obéissance sera facile. Alors que s'il ne sort pas ou peu, le jour où il rencontrera une stimulation nouvelle, donc soit il aura peur, soit elle sera irrésistible. Et dans les deux cas, l'obéissance, ça ne marchera pas. Il faut être obsédé par l'enrichissement. L'enrichissement. Ça, c'est royal. Là où on va, de mémoire, c'est des conseils, une évaluation de la dangerosité de ce chien. À la fin de cet entretien, soit on en reste là, ces gens-là suivent mes conseils, soit, mais ça c'est l'entretien qui va nous le montrer, une éducation spécifique peut être menée là. Ça peut être juste rassurer les gens, parce que pour eux, le comportement de ce chien est illisible, est incompréhensible, alors qu'en fait il y a de la cohérence, et sur là je les rassure, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure, même s'il y a peut-être des gestes à ne pas faire. Souvent les gens, ou moi ou eux, on se rappelle 15 jours, un mois après pour faire un point. Qui par téléphone a procédé à quelques ajustements. Là-bas, il attend patiemment parce que je prépare sa gamelle là-bas, dans l'arrière-cuisine. Donc il comprend vite finalement. Il comprend vite comment on... Moi je trouve
Moi, je trouve qu'il comprend vite. Il progresse super vite. Il va changer physiquement, il va aussi changer au niveau caractère. Il va être comme tous les chiens qui ont un peu de caractère. Là, les premières semaines, les premiers mois, il observe le système, il vous observe, et selon ce que vous faites, il va en déduire que le groupe est géré par des leaders, donc ça va, tout va bien, je laisse faire. Ou inversement, si vous faites des erreurs, il peut en déduire que le groupe qui doit être géré par un leader, ça c'est vital, eh bien, il n'y a pas de leader. Donc moi, je deviens en capacité de l'être, c'est des races quand même assez fortes, et petit à petit, vous allez à ce moment-là habiter chez lui, c'est-à-dire que c'est lui qui va fixer les règles, etc. Donc c'est pas très compliqué finalement pour clarifier l'idée qui se fait de votre rang social. Le leader chez les chiens, c'est pas quelqu'un qui parle fort, c'est pas à peine de crier, c'est pas à peine de taper du poing sur la table. Si on est comme ça, on est perçu faible. On n'est pas digne de gérer le groupe parce qu'on perd ses moyens. Le leader, il est l'inverse de ça, il est calme, cohérent et surtout, il décide de tout. Alors, par exemple, il prend son jouet, là, sa corde, il vous apporte la corde, vous prenez la corde et vous jouez avec lui. Ben, vous obéissez à Francho. Vous êtes assise, il arrive vers vous, il vous pose la patte sur la jambe, paf, vous le caressez. Vous obéissez à Francho qui vous donne l'ordre, caresse-moi. On gratte à la porte, on se lève, on ouvre la porte. Donc si on cumule l'obéissance à son chien, je ne dis pas que c'est le cas, mais il aboie pas. je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer avec lui, il ne faut pas le caresser, qu'il non, faut pas avoir la porte. il faut prendre l'initiative. Voilà, je dis juste que, je reprends mon exemple, il m'apporte son jouet. Si je lui dis non, j'ai pas envie de jouer, je parle avec Francho. Et c'est lui qui a initié l'interaction, donc c'est pas excellent. Donc il m'apporte son jouet, je le regarde pas, je lui parle pas, je le touche pas, il n'existe pas, c'est génial ça. Au bout de quelques instants, il va passer à autre chose. À ce moment-là, je me lève, je prends le jouet et je dis viens, on joue. Le résultat est le même, on joue, mais c'est moi qui ai décidé. Et ça change tout, surtout à cet âge-là. Évitez aussi, toujours dans l'optique de vraiment clairement dégager l'image des leaders dont le groupe a besoin pour pas qu'ils se disent qu'il y a une place à prendre, les échecs. Ne lui demandez pas quelque chose si vous n'êtes pas certain à 100% qu'il le fasse. Alors, je dis n'importe quoi, imaginons qu'un chat traverse dans la propriété, si vous pensez qu'il y a une chance sur 100 qu'il revienne si vous l'appelez, ne l'appelez pas. Parce que si vous l'appelez et qu'il ne revient pas, il désobéit. Et là, ça fait jurisprudence. Désobéir, c'est possible. Et votre image de chef, paf, elle prend une gifle. Donc, en attendant qu'il soit bien obéissant, soit vous lui demandez quelque chose qu'il a envie de faire, soit vous lui demandez quelque chose qu'il est en train de faire, bien sûr que ça marche, soit vous lui demandez quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, mais vous vous donnez les moyens de l'obtenir. La laisse, la longe, par exemple. Donc, par exemple, quand il aboie, ça sert à un strict, on le sait, ça sert strictement à rien de lui hurler Francho, arrête, Francho, aboie pas. C'est mieux de rien dire, d'aller le chercher à la laisse et le ramener, au final. Oui, si vous lui dites tais-toi, tiens, quand j'aboie, la maîtresse ou le maître réagit, c'est mon envie majeure, ça. Donc ça reviendra à le dresser, à aboyer. Donc, comme vous disiez en arrivant, c'est rassurant qu'il aboie, plutôt que de mordre directement. Les gens que vous faites rentrer, par exemple, vous les accueillez en laisse, comme vous avez fait tout à l'heure, mais si il aboie, c'est quand même à vous de lui signifier que ces gens-là ont le droit de rentrer, d'être là. Après, quand concrètement vous recevez quelqu'un, le collier, la laisse, bonjour, vous pouvez rentrer, et si Francho, vous pouvez verbalement lui signifier que c'est pas lui de décider, mais que c'est à vous, et si malgré votre discours, il continue, via la laisse, vous pouvez quand même envoyer quelque chose de plus énergique, quoi. C'est vous, c'est pas lui qui décide. Autant quand vous n'êtes pas là, il y a un transfert de responsabilité. Quelqu'un rentre et c'est vous fait, tant pis pour lui. Et si vous êtes là et que vous faites rentrer les gens, il le voit ça. Il doit accepter votre décision. Si c'est pas le cas, c'est qu'il est peut-être en train de se dire c'est pas eux, c'est moi qui commande, quoi. Non mais c'est un chien dominant, de toute façon c'est une race dominante. Il y a beaucoup de chiens qui aboient parce qu'ils ont peur. Lui il aboie parce que c'est un dominant, il n'est pas qu'un étranger sur son domaine. C'est pour ça que c'est à vous d'être clairement dessus, de lui signifier que vous êtes clairement dessus de lui, que c'est pas lui qui gère, quoi. Non, oui, mon gros souci c'était ça, c'était son agressivité avec les gens, et puis que les aboiements ne prennent pas des proportions. Le problème c'est que si vous voulez lui dire trop tôt qu'il ne faut pas aboyer, vous allez casser son instinct de gardien. Alors si vous êtes patient, si l'environnement est patient aussi, avec le temps il va discerner ce qui est vraiment pas normal de ce qui est banal, quoi. Il commence à le faire. Naturellement ça va se mettre en place. Si vraiment on veut aller plus vite que la musique,
c'est là qu'on risque soit encore une fois de casser son côté gardien, soit au contraire de rendre encore intéressant les aboiements et d'obtenir qu'il aboiera pour un autre. Mais c'est un peu... Enfin, par exemple, moi je sais pas quoi faire quand le matin on est là-bas au fond du jardin, il fait ses besoins et tout, il bagnaude, on va revenir, il y a quelqu'un qui traverse le chemin, il se met à aboyer et il le suit tout le long, jusqu'au bout là, en aboyant. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est son boulot. Ouais. Quand aux yeux de Francho, vous serez clairement perçu comme des leaders, si lorsque quelqu'un passe le long de votre propriété et que vous êtes avec Francho, puisque vous êtes avec lui, il n'a pas à se substituer à vous, vous pouvez à ce moment-là, vous pouvez lui dire tout va bien Francho, calme-toi quoi. Vous pouvez vous approcher, voir ce qui se passe, parce que dans un premier temps, on peut rentrer dans son jeu. Mais dès que vous observez que c'est une situation qui n'est pas inquiétante, tout va bien Francho, bravo, viens, on rentre à la maison. Quoi. Sinon, à part ça, avec son histoire, il s'en sort bien. Quoi, Non, c'est un bon gars. Hein. Il est quand même. Bon, un an et demi, c'est pas terminé encore. Non, moi je trouve que 2 mois et demi, bon, c'est bien. On s'en sort bien pour l'instant. Ouais. Enfin, quand je dis on s'en sort bien, c'est qu'il se comporte bien pour l'instant. Oui, parce que vous vous comportez pas mal non plus. La seule chose, c'est les 6 mois qui viennent. C'est tous les chiens.